Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très content d'être là. Bon, je crois que j'aurai l'occasion de dire quelques mots plus spécifiquement sur l'événement tout à l'heure, mais voilà, je veux déjà vous remercier. Là, je vais donc faire une présentation sur des choses sur lesquelles j'ai travaillé récemment, que j'ai regroupées sous un chapeau un peu large d'apprentissage à partir de séquences biologiques. On verra que c'est apprentissage au sens assez large aussi. Et peut-être un dénominateur commun de tout ça, c'est la question de comment dire quelque chose sur un phénotype à partir de séquences, donc plutôt de choses qui relèvent du génotype. C'est une question qu'on retrouve dans plein de contextes différents. Là, je vais, dans cette présentation, me focaliser un petit peu sur deux questions plus spécifiques, qui sont les études d'association, qu'on appelle GWAS, et la question plutôt côté machine learning, qui est de prédire un phénotype à partir d'une séquence. En termes d'application, c'est quelque chose de très large, hein. Ça recouvre des choses dont vous avez peut-être entendu parler en termes de prédiction, de score, de risque génétique, d'amélioration des plantes, d'études de résistance microbienne aux antibiotiques et d'études du microbiote à des fins thérapeutiques. Je suis désolé, cette diapo est très chargée, mais normalement c'est la seule qui est chargée comme ça. Et il y a un message assez simple derrière, c'est que je voudrais je voudrais souligner dans cette présentation l'importance, quand on fait des statistiques ou de l'apprentissage, l'importance de la représentation des données, qui est parfois un peu, je pense, sous-évaluée. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de souligner ici. Parce que très souvent, quand vous apprenez des méthodes d'apprentissage statistique ou des méthodes juste de statistique, vous partez d'une représentation des données. C'est-à-dire que vous avez des échantillons, là, que j'ai mis en colonne, et chacun de ces échantillons, c'est un vecteur de taille fixe. Chaque première entrée de chaque échantillon représente la même chose, par exemple l'expression d'un gène, du même gène pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on a donné au début, et à partir de là, on peut faire des choses, hein, donc en étude d'association ou en prédiction. C'est quelque chose souvent qui est implicite, et qui n'est pas immédiat quand on travaille sur des séquences. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible de trouver, si je vous demande de réfléchir 2 minutes, puis certainement que vous savez déjà faire, vous pouvez me trouver une façon de représenter par un vecteur fixe comme ça tout un ensemble de séquences. Par exemple, combien j'ai de G dans la séquence. Ben voilà, là vous avez un nombre pour chaque individu. C'est très bien. La question c'est comment est-ce qu'on va trouver une représentation des données qui est pertinente, la plus pertinente possible, pour une tâche d'apprentissage statistique donnée. Voilà. Ce que je voudrais souligner là, c'est que je pense que c'est quelque chose qui est très important. Par contraste, ça ne s'y oppose pas forcément, mais c'est par contraste aux méthodes. C'est-à-dire que souvent on dit, OK, on a cette table, maintenant je vais essayer de trouver la meilleure méthode possible pour faire de la prédiction ou le test le plus puissant possible. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail, je pense, à faire pour obtenir la meilleure table possible ici. Donc, je vais être plus concret et je vais partir de l'exemple du GWAS. Hein. Donc, le GWAS, c'est Genome-Wide Association Studies. La question, c'est d'identifier des corrélations entre des variants génétiques et des traits phénotypiques. Donc là, encore une fois, hein, c'est des applications très variées qui vont du risque génétique pour une maladie à l'amélioration des plantes. Et la procédure générale, c'est la table que j'ai montrée juste avant. Donc pour chaque variant, donc chaque ligne qu'on avait tout à l'heure, je sais si le variant est présent ou pas dans chacun de mes échantillons. Et j'ai un trait, par exemple, K-control en médecine. Hein. Et une fois que j'ai cette table pour mon variant, j'ai juste à faire un test statistique avec un modèle linéaire, un test de Fisher, comme vous ayez vu, votre méthode préférée, la plus appropriée dans ce cas-là. Et là, vous voyez que j'ai mis en rouge le mot variant, parce que j'ai beaucoup utilisé variant ici. Et en fait, tout ça, pour faire écho à ce que je disais avant, c'est conditionné au fait que vous ayez défini un variant. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'un variant génétique ? Alors, il y a quelque chose, bon, ça ne vous frappe pas forcément le fait que cette définition n'est pas évidente, parce que les GWAS, ça vient principalement des génomes humains. Et dans ce contexte, c'est quelque chose de donné. C'est-à-dire que souvent, on travaille sur des variants, c'est des SNP, hein, comme ça a été défini tout à l'heure par Diane. Merci, je n'ai pas besoin
pas besoin de le redéfinir, ou les petites insertions délétions. C'est-à-dire qu'on aligne tous les génomes contre une référence, le génome humain de référence par exemple, et on voit qu'est-ce qui a changé par rapport à cette référence. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous voyez, sur les trois, c'est identique partout, sauf à une position où parfois ça change. Et avoir la position de référence ou quelque chose d'autre à cette position, c'est ce qu'on appelle un variant dans ce cas-là. Et on va vouloir voir si avoir ce variant, c'est associé ou pas avec, par exemple, le risque pour une maladie. Et ça, c'est quelque chose qui est... La raison pour laquelle c'est très standard, c'est parce que c'est excellent dans beaucoup de cas, et notamment sur les génomes humains, parce que ça capture toute la variation génétique, une grosse partie de la variation génétique, pour des génomes qui s'y prêtent, c'est-à-dire qui sont identiques à quelques positions près, comme ça. Mais il y a des situations où ça ne va plus être vrai, et on a tellement l'habitude de faire ça, que c'est dur de s'en détacher. En fait, on va toujours essayer de revenir à ça et de faire coller des choses qui n'y collent pas forcément, au risque de perdre de l'information. Plus spécifiquement, ce que j'ai en tête, c'est le cas où on s'intéresse à des microbes, enfin des bactéries principalement, où là, bon, je ne sais pas si vous connaissez bien les génomes des bactéries, mais ce qui se passe, c'est que toutes les bactéries d'une même espèce n'ont pas forcément le même ensemble de gènes. Il peut y avoir des grosses variations. Donc la notion même de SNP ou d'indel, elle est définie pour ce qu'on appelle le corps génome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes qui est présent chez tout le monde. Sinon, c'est même pas très bien défini. Après, il y a les gènes accessoires. On peut définir un nouveau variant qui est présence-absence de ces gènes. Et voilà, donc on peut commencer à rajouter des choses dans notre définition des variants, mais il va toujours manquer des éléments. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si c'est pas un gène qui est accessoire, mais c'est une région non codante? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un SNP dans un gène accessoire, qui est important pour la prédiction? Donc, ce que j'essaye de souligner ici, c'est que de toute façon, on va être limité par la liste de variants qu'on va utiliser, et idéalement, c'est bien de prendre un petit pas en arrière et de se dire, avant de faire mon GWAS, quelle est la meilleure liste possible de candidats pour retrouver les meilleurs variants. Et il y a quelque chose qui a été pas mal utilisé dans les dernières années, dans les 10 dernières années, mettons, pour les bactéries, c'est d'utiliser la présence ou l'absence de camères. C'est peut-être des choses que vous avez vues. Des camères, c'est des mots de taille K dans le génome. Donc là, pour reprendre le contexte de tout à l'heure, mon variant, c'est la présence dans le génome de chacune de mes souches, là, la présence de ce mot. Alors là, il est petit, souvent on va prendre quelque chose de plus gros. Et puis on va faire la même chose, on va dire, est-ce qu'à partir de ce vecteur, en gros, est-ce que ce profil de présence est associé ou pas, est prédictif ou pas, du fait que la bactérie est résistante à un traitement ou sensible à un traitement. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même si ça peut paraître un petit peu arbitraire et moins fondé biologiquement que la notion de SNP, par exemple, c'est quelque chose qui peut capturer des SNP, la présence ou pas de gènes, d'éléments mobiles, donc notamment de gènes accessoires, des translocations, c'est-à-dire des séquences qui changent de place dans le génome, parce que dans chacun de ces cas, ça va donner lieu à la présence dans le génome concerné d'un camère spécifique. Et donc avoir ce camère, ça va dénoter le fait qu'on a cet événement plus biologique qui a eu lieu. Et ça permet de faire du GWAS en utilisant cette définition de variant, permet de faire donc du GWAS sans faire d'alignement, sans avoir de référence, ce qui est très utile, notamment pour les génomes microbiens, mais pas seulement. Alors ça, c'était pour l'aspect positif. Le problème, pour citer une des premières personnes des premiers biologistes à qui j'ai parlé de ça, il m'a dit oui, mais effectivement, on peut faire ça. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on se retrouve avec des très grandes listes de camères significatifs. Et on ne sait pas quoi en faire. Et ce qu'il y a derrière, c'est que il y a plusieurs problèmes, mais ce qu'il y a derrière, c'est que les camères, il y en a souvent plusieurs qui vont représenter le même déterminant. Donc là, vous voyez, si vous avez, par exemple, si ce qui s'est vraiment passé, c'est une mutation dans un gène, si vous avez un C à cette position, la bactérie est sensible. Si vous avez un A, elle est résistante. Et vous prenez des camères de taille, bon, là, c'est très petit, de taille 4. Vous voyez que vous allez avoir beaucoup de camères qui vont capturer l'information, la même information en fait de la présence de cette mutation ou l'absence de cette mutation. Par ailleurs, si ce qui est important pour la résistance, c'est d'avoir un gène quelque part dans mon génome, mais que ce gène, il existe en différentes versions, parce qu'il y a des parties du gène qui sont moins soumises à la sélection, sur laquelle il y a un peu de flexibilité. Voilà, si ce gène ne fait pas exactement la même séquence dans toutes
dans toutes les souches, ça va aussi être capturé par différents camères. Donc ça rend évidemment l'interprétation difficile. C'est-à-dire qu'on se retrouve donc avec des grandes listes de camères. Et ça a aussi tendance parfois à diluer un peu les effets. C'est-à-dire que là, ce que je voudrais, c'est tester la présence de cette chose-là, de cet objet, dans un génome. Et cet objet, ça ne va pas être un camère. Donc je vais tester plusieurs camères qui vont chacun recouvrir une partie de mes souches résistantes. J'aurai moins de puissance statistique pour détecter son effet. Donc là, ce que je vais représenter, c'est un peu deux familles de méthodes. Une qui vient plutôt des maths discrètes, une plutôt du machine learning et de méthodes qui relèvent du continu. Donc une qui s'appuie sur les graphes de De Bruijn compactés, qui va dire comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on étend les camères à quelque chose d'un peu plus expressif. On va utiliser les nœuds du graphe de De Bruijn ou même des sous-graphes du graphe de De Bruijn. Une que vous avez peut-être vue dans d'autres contextes en bioinformatique, qui est la notion de motif de séquence, de motif probabiliste, et qui est aussi utilisée dans d'autres contextes en machine learning via des réseaux de neurones. Je vais commencer par les graphes de De Bruijn. Et j'ai dit que j'allais faire du GWAS et de la prédiction. Là, ce sera plutôt pour du GWAS. Donc avant que je commence, ça c'est un travail qui a été effectué par une étudiante en thèse, un étudiant en thèse il y a maintenant quelques années, Magali Jaillard et Leandro Lima, qui étaient donc au LBBE à cette époque. Alors, le graphe de De Bruijn, les diplômés, je n'ai pas besoin de le dire, vous connaissez déjà, mais je vais quand même faire un petit rappel. Le graphe de De Bruijn, c'est un graphe qu'on construit sur les camères. Les nœuds du graphe sont les camères. Et on tire une arête entre deux camères si le suffixe de l'un est le préfixe de l'autre. C'est-à-dire que là, j'ai des camères de taille 4. Celui-là se termine par TCG. Et ces deux-là commencent tous les deux par TCG aussi. Donc, je tire des arêtes comme ça. C'est un graphe qui parle du chevauchement des camères, qui indique cette information. Et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en assemblage de génomes à partir de données de séquençage et pour détecter des variants. Et nous, ça va avoir plusieurs avantages pour ce qu'on veut faire. D'abord, ça donne accès à une notion de compaction, c'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, on va se retrouver souvent avec... voilà, si ce qui s'est passé, c'est que quelque part dans un gène qui était identique, ce gène est identique chez tout le monde à une position près, ça va donner lieu à ce genre de structure, en fait, où là, la grande liste de camères que j'avais tout à l'heure est structurée de cette façon-là, c'est-à-dire que je sais que si j'ai TCGC quelque part dans le génome, j'aurai forcément tout cela après, parce que ça veut dire que j'avais le C à cette position. Et vice-versa, si j'avais le A, j'aurais tout cela. Et donc tout ça, ça veut dire que tous ces camères sont équivalents du point de vue de nos données, en fait, du point de vue de leur présence dans nos données. Et donc on les compacte en un seul camère plus grand. Et voilà, donc il y en a un seul et il est plus grand, donc ce sera plus facile à interpréter. Ça élimine un genre de redondance locale. Par ailleurs, on va voir que ce graphe permet de représenter un peu le contexte génomique. C'est-à-dire que si je sais que ce camère est intéressant et celui-là aussi, au lieu de les retourner de façon complètement déstructurée, je vais pouvoir voir qu'ils étaient proches et qu'ils correspondaient par exemple à une mutation dans le génome, grâce à ce graphe. Alors voilà, ça c'était un petit graphe sur un petit exemple. Souvent, si vous faites là je crois que c'est sur un transcriptome plutôt qu'un génome, mais si vous prenez des vraies données à l'échelle d'un génome, le graphe de De Bruijn va plutôt ressembler à ça, donc c'est plus difficile à regarder. Et c'est ce qu'on va faire. On va pas le regarder évidemment, mais on va construire un seul graphe de De Bruijn sur tous les camères qui viennent de tous les échantillons sur lesquels je veux faire du GWAS. Et les variants qu'on va considérer, c'est ce qu'on appelle les unitiques, c'est-à-dire les nœuds compactés ici du graphe de De Bruijn. Donc on va tous les tester. Donc, quand je dis tester, ça veut dire présence ou absence. Le variant, ça va être présence ou absence de ce mot particulier dans le génome. Je vais tester son association avec le phénotype de résistance. Ça va me donner voilà, un petit ensemble de points comme ça dans le graphe. Et je vais étendre ces points à leur voisinage, c'est-à-dire que je vais regarder les nœuds qui sont à une distance de taille, par exemple 3 ou 5 dans le graphe, des nœuds significatifs. Et je vais sortir les composantes connexes qui sont induites par ces voisinages. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'avais 3 nœuds qui n'étaient pas directement voisins, forcément, dans le graphe, mais par contre, leur voisinage se chevauche. Et donc ça, je vais le sortir comme une seule composante connexe, tous ces nœuds et leur voisinage. Et je vais colorier tout ça en mettant
par exemple des couleurs plus rouges quand le nœud est associé à la présence du nœud est associée à la résistance, et plutôt bleu quand c'est associé à la sensibilité. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du genre de choses qu'on peut capturer avec ça. Mais par exemple, si vous aviez un gène dont la présence dans le génome était associée à la résistance, au lieu de le capturer avec plein de camères, alors là on ne voit pas très bien, mais tout ça n'a pas été compacté en une seule séquence en un seul nœud représentant une séquence très grande. Il y a plein de petites bulles qui viennent du fait que j'avais plein de mutations possibles dans le gène qui n'affectent pas forcément le pouvoir de résistance que ça donne, mais qui font que je n'ai pas pu le compacter en un seul camère. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le même grand camère qui est présent dans les génomes, mais par contre, quelles que soient les versions qu'on a, ça confère de la résistance. Donc là, après coup, je suis capable de reconstruire, de regarder cette liste un petit peu plus structurée de cette façon-là, et ça me montre visuellement que tout ça, ça vient en fait d'un seul gène qui est un petit peu polymorphe. Alors, la promesse qu'on avait un petit peu au début, c'était, j'ai dit, le graphe de De Bruijn va nous servir donc à structurer les camères génomiques. Et c'est vrai dans le sens où c'est vrai à l'échelle de l'interprétation. C'est-à-dire que là, j'ai fait mon test, et après, au lieu d'avoir une grande liste de camères, je me retrouve avec des sous-graphes qui ressemblent à ça, et avec un peu d'entraînement, on comprend que ça représente un gène qui est un petit peu polymorphe, ça veut dire voilà, la présence d'un plasmide, présence d'un élément mobile. C'est ça qui est associé avec, c'est ça qui donne la résistance. Mais mon test, je l'ai toujours fait au niveau du camère en fait. Le test statistique, je ne l'ai pas fait au niveau de cet objet, au niveau du gène, je l'ai fait au niveau du camère. Donc ça veut dire que j'ai toujours perdu de la puissance, j'ai un peu rattrapé en interprétabilité, mais j'ai toujours perdu de la puissance pour faire mon test. Donc ça, je ne vais pas le détailler, je vais pas détailler ce travail-là, mais pour résoudre ce problème, une approche, c'est de tester non plus les nœuds, mais tous les sous-graphes connectés. Donc techniquement, ça veut dire présence d'un des camères représentés par ce sous-graphe dans le génome, à tester cette présence, donc la présence de cette séquence polymorphe dans le génome avec la résistance. Et ça fait beaucoup de variants à tester, hein, parce que ça fait un par sous-graphe connecté, mais ça se prête à des stratégies efficaces à la fois au niveau computationnel et au niveau statistique. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par Hector Roux de Bézieux pendant sa thèse, et voilà, qu'on a mis sur bioRxiv récemment. Ça, c'est une approche. L'autre approche, c'est non plus de tester les sous-graphes, et donc de tester des motifs de séquence comme variants. Alors, il n'y a pas de méthode qui permette de faire de tests là-dessus pour le moment, en tout cas de notre côté, mais il y a déjà des approches qui existent en prédiction. Et ça, c'est un travail qui a été fait par Deqiang Chen pendant sa thèse, qu'il a soutenu il y a 1 an, en collaboration avec Julien Méral, qui est chercheur à INRIA. Donc là, on va repartir des camères. Et on va commencer par donner une représentation inutilement compliquée du camère que je justifierai après. D'accord ? Donc là c'est le vecteur, hein, pour un échantillon, un génome par exemple, qui dit présence ou absence de TCGA, présence ou absence de TTCG, etc. Il y a une case par camère possible, d'accord, que j'ai considérée. Et chaque camère, on peut le représenter par une petite matrice comme ça, d'accord, avec une colonne, K colonnes et une ligne par lettre. Donc là, j'ai un T en première position, donc j'ai un 1 là, un C en deuxième position, donc j'ai un 1 là, etc. D'accord ? Donc ça, c'est juste une façon très compliquée d'indexer l'ensemble des camères. L'intérêt de faire ça, c'est que en faisant ça, je plonge mes camères dans un espace plus grand de matrices non plus binaires, mais continues. D'accord ? Elles sont dans le même espace là que notamment des matrices qui vont représenter des motifs probabilistes, parce que je ne suis plus obligé d'avoir juste un 1 à une position par colonne et des 0 ailleurs, et je peux avoir des choses qui somment à 1, par exemple. Donc ça veut dire, en première position, j'ai quasiment que du T, mais ça peut varier un petit peu, et en deuxième, c'est un mélange de G et de A. D'accord ? Là, j'ai mis ces objets dans le même espace. Et la façon dont on va relaxer la représentation, donc ici que j'appelle spectrale, hein, de présence ou absence des camères dans le génome, c'est la suivante. Donc là, c'est ce qui se passerait si on regardait présence ou absence. C'est-à-dire que là, dans ATTC, j'ai le camère ATTC. Hein, c'est un cas très particulier d'une petite séquence. Là, ce qu'on va regarder, c'est non plus
un vecteur de présence-absence, c'est une fonction. Donc, si vous voulez y penser en termes de vecteur, c'est un vecteur de taille infinie avec une entrée par motif possible, par matrice possible. D'accord ? Donc, il y a un pic au niveau de ATTC, mais qui, du coup, a des valeurs non nulles sur tous les motifs qui ressemblent un petit peu à ATTC, notamment ATTCA, ATTGC. Voilà. Et si on a quelque chose de plus long que juste un camère, une séquence, eh ben, c'est juste, on la représente par la somme ou la moyenne, donc un genre de mélange gaussien de tous ces camères. Voilà. Donc ça, c'est toujours, il n'y a toujours pas besoin de faire d'alignement, on est toujours parti des camères en fait, hein. On est toujours parti de la représentation de la séquence par ces camères, donc pas besoin d'alignement, pas besoin de référence, même pas vraiment besoin d'assemblage. Et alors, une fois qu'on a ça, alors c'est quelque chose qui est probablement un peu perturbant, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de représenter une séquence ou une donnée plus généralement par une fonction. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé notamment dans ce qu'on appelle les méthodes à noyau en machine learning. Si vous ne connaissez pas les méthodes à noyau, ça peut être très contre-intuitif. L'intuition, donc, c'est ce que j'ai essayé de dessiner juste avant, c'est-à-dire que vous pouvez y penser comme ce qui se passerait à la limite si j'étendais la taille de mon vecteur. J'ai une infinité de descripteurs. Et donc une entrée me dit à quel point est-ce que ma séquence est similaire, enfin le contenu de la séquence est similaire à un motif donné. J'ai une infinité de motifs, donc j'ai une infinité d'entrées dans mon vecteur. Donc ça, c'est quelque chose qui se prête aux méthodes de machine learning. Ça, c'est une formulation assez générale de l'apprentissage, en tout cas supervisé, qui est de dire je cherche une fonction, donc cette fois-ci dans un espace de fonction, qui va être une fonction linéaire de cette représentation. Et éventuellement, je cherche un peu à régulariser, c'est-à-dire je veux que la norme de cette fonction soit un peu contrôlée. C'est ce qui permet de généraliser et de ne pas trop se surajuster aux données. Donc ça, ça n'a aucun sens si vous essayez de le coder directement, hein, parce que c'est des vecteurs de dimension infinie, vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est quelque chose, comme je disais, qui peut être fait avec les méthodes à noyau. Par contre, c'est à la fois long, coûteux comme calcul, et en plus, une limite, c'est que la représentation ne dépend pas des données. Donc, ce qui était déjà le cas tout à l'heure. Hein. En tout cas, je vais avoir une représentation qui sera la même, quel que soit le problème d'apprentissage que je cherche à résoudre. La façon dont on s'en sort pour résoudre ces deux problèmes, c'est d'utiliser des projections. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment on le fait. Mais dans l'idée, donc là, le vecteur bleu, hein, ce serait donc un vecteur dans un espace de dimension infinie, donc qui correspond à ce que j'avais tout à l'heure. Et ce vecteur, je vais le projeter sur un sous-espace, cette fois-ci de dimension finie, qui est le sous-espace qui est porté par les représentations de petites matrices. Et souvenez-vous, les petites matrices réelles de cette taille-là, elles représentent des motifs. D'accord ? Donc, pour l'instant, je ne dis pas comment je choisis ces petits motifs. Mais si j'ai des petits motifs, ça va me donner un sous-espace de dimension finie, dans mon espace de dimension infinie. Et moralement, je vais faire une nouvelle représentation de chacun de mes vecteurs de données par ces coordonnées dans ce sous-espace. D'accord ? Cette fois-ci, ça me donne une représentation de dimension finie qui intuitivement me dit à quel point est-ce que ma séquence est similaire à ces motifs que j'ai choisis. Et cette fois-ci, donc ça je l'appelle psi, hein, cette représentation de taille finie. Une fois que j'ai ça, je peux apprendre une fonction linéaire dans cet espace. Tout se passe, vous pouvez faire. Donc ça selon ce que vous avez fait comme machine learning, hein, c'est plus ou moins familier, mais disons que vous pouvez faire une régression linéaire sur ces vecteurs-là. Donc cette fois-ci, comment on choisit les petits motifs, hein. Si je les ai choisis au hasard, par exemple, j'ai tiré des camères au hasard, hein, pas forcément des motifs. C'est quelque chose qu'on appelle la méthode de Nystrom. Et qui permettent d'approcher la représentation complète. On sait que c'est une bonne façon, une bonne approximation. Ça fait à peu près la même chose, mais beaucoup plus rapidement. Mais l'intérêt, c'est qu'une fois que j'ai écrit les choses comme ça, vous voyez que la représentation, donc elle dépend du choix de ces motifs. Et au lieu de minimiser juste dans la fonction linéaire que j'applique dans cette représentation, je peux aussi minimiser sur le choix de ces motifs, faire quelque chose de conjoint. Alors, là, pour refixer un peu les idées, hein, quand je représente une séquence, sa représentation, donc phi, hein, la grande fonction de tout à l'heure,
elle implique toujours des gaussiennes qui sont centrées sur des camères, parce que la séquence, elle contient des camères, elle ne contient pas des motifs. Mais quand j'optimise mes Z pour cet objectif-là, mes petits motifs, ils n'ont plus de raison de tomber exactement sur des camères. Ils peuvent me donner des matrices qui sont continues et donc qui n'appartiennent pas exactement à une séquence, mais qui représentent, en gros, qui représentent un genre de consensus entre toutes les séquences d'une des classes. Donc si je fais ça, la motivation originale de cette approche, souvent, c'est plutôt de faire une approximation pour que les choses soient calculables. Mais si j'optimise aussi sur le choix de la projection, finalement, ce qu'on a appelé une approximation, ça permet aussi de faire un genre de sélection de variables dans un espace continu de descripteurs, qui sont tous les motifs possibles. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est quelque chose qui est à la fois lié formellement au réseau de neurones convolutionnels. C'est une façon de construire un réseau de neurones convolutionnels. Et à des choses qui sont très classiques dans la littérature de bioinformatique, qui sont la recherche de motifs. Notamment, il y a des méthodes comme MEM ou toute cette famille de méthodes qui cherchent exactement à faire ça. Formellement, c'est lié. C'est pas juste moral. On peut écrire les uns en fonction des autres. Donc pour revenir au problème qu'on avait au début, j'ai dit que donc, la méthode que j'ai présentée, qui a été faite par Dexiong, elle s'appelle CKN. Et CKN, elle permet formellement de sélectionner les motifs qui sont les plus associés avec un phénotype donné, comme on aurait pu sélectionner des camères tout à l'heure. Mais pour l'instant, ça permet juste de faire de la prédiction, c'est-à-dire une fois qu'on a ces motifs, on s'en sert pour faire de la prédiction. La question de faire des tests dessus, tests d'hypothèse, dire je vais donner une p-value sur l'association entre ce motif que j'ai sélectionné et le phénotype, c'est quelque chose qui n'est pas encore résolu, et c'est l'objet du travail de thèse d'Antoine Villiers en ce moment. Voilà, donc pour résumer un petit peu, j'ai essayé de parler sous le même chapeau, même si c'est peut-être un petit peu artificiel à un certain niveau, de l'importance de la représentation des séquences biologiques au-delà des camères. La première approche, c'était de se baser sur des graphes de De Bruijn pour structurer ces camères. Donc ça permet au moins de donner de l'interprétation sur des camères sélectionnées et voir, en allant un petit peu plus loin, construire des nouveaux descripteurs qui aillent au-delà de la présence de camères. Et l'autre approche, c'était de relaxer les camères en des choses qui relèvent donc de matrices probabilistes, en fait, de distribution de probabilité sur des séquences, qui donnent quelque chose de plus expressif, qui fonctionne très bien en prédiction et en interprétation, mais sur lequel on ne sait pas encore faire d'inférence. Pourquoi j'ai dit que c'était parfois un peu artificiel, c'est que pour l'instant, on travaille à des échelles différentes. C'est-à-dire que cette première approche, on l'applique sur des génomes entiers. On cherche tous les camères dans le génome et on peut sélectionner des gros bouts du génome, des gènes entiers. Celle-là, ça s'applique plutôt pour l'instant à des petites séquences et dans lesquelles on cherche des petits motifs plutôt de taille 10. Mais voilà, je pense que tirer le lien entre les deux est intéressant pour la compréhension. Et encore une fois, ça souligne l'importance de la construction de représentations pertinentes pour résoudre des tâches d'apprentissage statistique sur des séquences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir discuter. N'hésitez pas à vous servir si vous avez soif un petit peu. Ouais. On a déjà des questions ou pas dans le public? Non, pas pour l'instant. Oui, vous pouvez, oui. C'est là pour ça. Une première question que je me posais du coup en regardant votre conférence et puis celle de Diane Duroux tout à l'heure. Pourquoi on n'analyse jamais les indels, les événements d'indel? Alors, je ne sais pas qui est on. ou c'est peut-être une mauvaise idée que j'ai de la science, mais souvent quand on parle d'analyse de polymorphisme ou ce genre de choses, on parle beaucoup des SNP et les indels en général, c'est le truc un peu compliqué qu'on laisse de côté. Est-ce que c'est erroné comme Non, c'est vrai. Alors, l'approche que j'ai montrée ici sur les camères, elle permet de capturer des indels. C'est-à-dire que si vous avez un indel, la présence de l'indel dans le génome a un effet sur le phénotype, vous allez le voir parce que ça va
ça va provoquer la présence d'un camère spécifique. Sur les méthodes plus générales, je ne sais pas, c'est possible effectivement que souvent on se concentre plus sur les SNP que sur les camères, que sur les indels, parce que c'est plus facile à identifier. Et sur la deuxième approche que j'ai montrée, sur les PWM, là, les motifs, celle que j'ai montrée ne permet pas de prendre en compte des indels. C'est-à-dire que si vous avez un indel, ça ne va pas être représenté par ce genre de matrice. Par contre, il y a une extension qui a été faite par Dexiong qui permet de prendre ça en compte. D'accord. Et quelle difficulté il y a justement à rajouter en fait ces informations-là sur les indels, parce que si ça n'a pas été fait dès le début, je suppose que c'est parce que c'est plus compliqué à mettre en place peut-être au niveau des approches. Alors, si on part d'une liste donnée, c'est-à-dire que si on veut, ce que je donnais comme point de départ tout à l'heure, c'est-à-dire on va tester comme variant l'ensemble des SNP, c'est possible que la détection, alors ça je connais mal les méthodes d'alignement, mais c'est possible que la détection d'indel soit un petit peu plus compliquée que la détection de SNP. Une fois qu'on a aligné, voir si c'est pareil ou pas, mais encore une fois, avec des présences ou absences de caméras, on peut détecter tout à fait des indels en fait. C'est pas un travail supplémentaire, c'est fait, c'est cadeau avec la méthode. Vous avez parlé à un moment de méthode à noyau. Est-ce que vous pouvez expliquer vite fait ce que c'est? Oui, j'ai pas voulu. Je me suis dit que les gens qui connaissaient comprendraient, que sinon c'était pas la peine si je passais pas au moins 10 minutes à le faire. Ah désolé, j'ai relevé. Non, c'est bien de me donner l'occasion de le faire maintenant. Les méthodes à noyau, c'est des méthodes qui se basent pour faire de l'apprentissage, non plus sur la représentation d'échantillons, mais sur la représentation de similarités entre paires d'échantillons. Donc il y a au lieu de travailler sur un vecteur qui dit présence ou absence du variant, vous travaillez sur quelque chose qui est comment est-ce que je compare deux génomes, deux séquences, par exemple. Et ça, il y a sur cet exemple spécifique, comment est-ce qu'on compare deux séquences, ça en bioinformatique, il y a toute une littérature qui permet de le faire, notamment avec des scores d'alignement. Il y a des fois où peut-être que vous savez faire l'alignement entre deux séquences, même si vous ne savez pas forcément quelle est la représentation la plus pertinente d'une séquence elle-même. Si on sait faire, si on sait donner une mesure pertinente de similarité entre deux échantillons, les méthodes à noyau donnent un cadre formel qui permet justement de faire le lien avec la représentation individuelle des échantillons. Et notamment, ça passe par le fait qu'il y a beaucoup de méthodes d'apprentissage, y compris des choses très classiques comme la régression linéaire, l'ACP, des choses que probablement vous connaissez, tout ce qui se base sur des distances, qu'on peut exprimer uniquement en termes de similarité, en fait via des produits scalaires. Le produit scalaire, c'est une façon de prendre la similarité entre deux échantillons. Et il y a beaucoup de méthodes qui ne dépendent que des produits scalaires. Donc si on sait calculer la similarité entre deux échantillons et qu'on arrive à le transformer en quelque chose qui est moralement un produit scalaire, on peut faire n'importe laquelle de ces méthodes sans jamais avoir à représenter explicitement les échantillons, uniquement en calculant des similarités. D'accord, merci beaucoup pour cette explication. J'avais aussi une autre question, parce que moi les réseaux de neurones, je ne connais pas très très bien. Et du coup, un réseau de neurones convolutionnaire, ça correspond à quoi? Merci, du coup, ça me donne aussi l'occasion de... On n'a pas préparé. Donc les réseaux de convolution, c'est quelque chose qui vient du computer vision, donc des méthodes de machine learning, mais pas que, qui servent à analyser des images. Et le principe, c'est de ne pas forcément construire une fonction de prédiction. Donc, pour être concret, mettons que vous ayez un ensemble d'images et vous vouliez prédire si une image, donc sur chacune de ces images, contient ou non un visage de chat. Donc il faut que vous fassiez une fonction qui va prendre en entrée une image et qui va sortir quelque chose de binaire, chat ou pas chat. Et les méthodes de base, y compris les réseaux de neurones de base, vont prendre en entrée tous les pixels de l'image. Et ça, intuitivement, c'est un problème parce que ça veut dire que si vous décalez un tout petit peu votre image, vous perdez, vous changez complètement la représentation. Il n'y a aucune raison que vous ayez la même sortie avec la fonction. Les réseaux de convolution vont appliquer des petites fonctions à des petits patchs de l'image
et construire quelque chose à partir des sorties obtenues sur tous les petits patchs de l'image. Ils vont faire ce qu'on appelle un pooling après, par exemple, regarder où est-ce que cette fonction a le plus marché. D'accord ? Et ça, intuitivement, si votre petite fonction elle permet de détecter un visage de chat, eh ben, si vous l'avez glissé partout un peu le long de l'image et que vous sortez la plus haute activation qu'elle a donnée, ça va vous donner un bon résultat. Donc le lien avec ce que j'ai montré là, c'est que ces petits patchs, vous pouvez y penser comme une matrice donc, en 2 dimensions, hein, qui est homogène à l'image mais plus petit. Là, on fait une convolution non plus en 2 dimensions sur l'image, mais on fait une convolution le long de la séquence. C'est-à-dire on a cette fois-ci un petit vecteur qu'on fait glisser le long de la séquence et qui va essayer de détecter si cette partie de la séquence ressemble ou pas à un motif donné. D'accord. Si j'ai bien compris, du coup, ces réseaux-là, c'est un peu comme si, au lieu de rechercher directement la tête d'un chat, on cherchait d'abord l'oreille, le nez, l'œil, et voir si ça correspond, et on condense tout ou pas tout à fait? Oui, c'est aussi une façon. Bon là, voilà, c'est très résumé. Hein, je fais ça vraiment à très gros grain. Donc, si vous en aviez jamais entendu parler, c'est normal que ça reste flou. Mais il y a ces 2 idées en fait. Il y a ces idées d'invariance par position, c'est-à-dire je vais apprendre quelque chose de petit et je vais essayer de l'appliquer à différents endroits dans l'image. Et il y a quelque chose aussi de compositionnel, c'est-à-dire que vous allez avoir une première échelle où vous allez faire ça et éventuellement détecter donc des nez, des oreilles, etc. Et de façon un peu récursive, vous allez réappliquer une 2e couche de convolution sur la représentation que vous avez obtenue avec cette première couche. Et peut-être que si vous avez à la fois un nez et des oreilles, ben, à la couche suivante, vous allez dire, ben, là j'ai une fonction qui permet de détecter si oui ou non il y a un chat. D'accord. Merci beaucoup du coup pour cette explication. Est-ce qu'il y a des questions là-haut? Je sais pas qui a le micro. Ok. Bonjour, merci pour toutes ces explications. D'abord, j'avais une question, c'est que toutes ces données, donc les données de Camer, les graphes de De Broglie, on sait que ça prend beaucoup de place en mémoire, on sait que c'est des structures complexes. Et les algorithmes d'apprentissage aussi peuvent être longs et coûteux, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pourriez donner une idée sur quel type de machine ça tourne? Est-ce que c'est les gros clusters de calcul? Est-ce que ça tourne sur un ordi de bureau? Peut-être pour donner une idée, souvent on voit pas trop comment ça se dimensionne en fait ce genre d'algo. Merci, ouais, c'est une très bonne question. J'ai été volontairement flou là-dessus. Alors c'est différent pour les deux. La première méthode basée sur les caméras. Donc encore une fois, c'est pas répété, hein, c'est pas quelque chose qu'on a répété, mais elle s'appuie sur une bibliothèque de fonctions qui s'appelle GATB, qui a été développée ici à Rennes, donc qui est très efficace et qui permet qui permet de compter les caméras, puis de construire le graphe de De Broglie compacté de façon très très efficace. C'est cette partie-là qui est le goulot d'étranglement en termes de calcul, de temps de calcul et de coût mémoire. Et elle passe à l'échelle sur un ordinateur portable et sur un panel de plusieurs centaines de génomes bactériens. Ça tourne en 2 heures à peu près, quelques heures. Voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur. Après, sur cette méthode-là, ce qui est vraiment le coût, c'est pas vraiment ni le nombre d'échantillons. C'est pas vraiment le nombre d'échantillons, pardon, ni vraiment la taille des génomes, c'est le nombre de caméras différents que vous avez. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une espèce comme les génomes de tuberculose, de MTB, qui se ressemblent beaucoup les uns avec les autres, quasiment toutes les souches ont le même génome à quelques mutations près. En fait, si vous en avez beaucoup, ça ne change pas parce que vous avez quasiment toujours les mêmes caméras. Mais par contre, si vous avez des espèces plus compliquées où justement il y a des génomes accessoires, des gènes qui ne sont pas présents chez tout le monde, quand vous faites rentrer plus de monde, vous allez avoir beaucoup plus de caméras d'un coup et donc c'est plus coûteux. Pour les aspects plutôt donc réseau de convolution que j'ai présenté après, sur ces méthodes-là, ce qui est assez sensible, c'est qu'il y a beaucoup d'hyperparamètres à optimiser. Donc en fait, optimiser un modèle, c'est pas si long. Ça peut être, je sais pas, quelques dizaines de minutes ou 1 heure.
mais souvent on a donc cette grille de paramètres à optimiser. Donc au moment où on développe la méthode, c'est mieux d'avoir un cluster de calcul pour le faire tourner. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être. Soyez pas timide. Dans le chat non plus. Non, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci beaucoup. pour cette superbe présentation.